Bonjour tout le monde. Beaucoup de gens m'écrivent pour me demander si je suis en vie. Alors j'aimerais vous dire que je le suis. Et je ne compte pas mettre fin à mes jours. Juste à force de faire des vidéos, d'interagir avec des milliers de gens, c'est vrai que parfois il m'arrive de péter un plomb, comme on dit, quoi. Donc j'avais besoin d'une petite pause. Et ce qui m'a incité à faire cette vidéo, c'est une boîte que j'ai vue tout à l'heure. Je passais derrière un immeuble, je suis sorti par une issue de secours. Et il y avait une boîte qui était posée derrière l'immeuble. Et c'était écrit ne pas toucher, poison pour rats. Et en fait, c'est une sorte de boîte avec un trou sur le côté. Et à l'intérieur, il y avait du poison pour les rats. Et c'était écrit dessus que c'était du poison pour les rats. Mais le pauvre rat, il ne sait pas lire. Donc il va dedans. Alors que c'est écrit dessus que ça tue. Mais il va quand même dedans. Parce qu'il ne lit pas. Il ne lit pas ce qui est écrit sur la boîte. Et j'ai eu une pensée pour le pauvre rat. Et puis j'ai eu une pensée aussi pour nous, pour les humains. Parce que vous savez, des fois, il y a des situations, c'est écrit dessus que c'est un danger mortel, c'est écrit dessus. Mais juste, c'est écrit dessus des fois en une langue que les gens ne lisent pas, ou que les gens ne peuvent pas lire, ou ne veulent pas lire. Et finalement, ils vendent dans des boîtes pleines de poison pour rats. Enfin, voilà, c'est une sorte d'allégorie à nous tous, hein, à ce que nous vivons. Les gens posent plein de questions, plein de questions précises. Tu penses quoi de l'Ukraine? Alors, vous savez, moi, je suis jaloux de l'Ukraine. Je vais vous le dire, je suis très jaloux de ce qui se passe en Ukraine. Parce que si vous regardez bien, c'est un conflit territorial entre la Russie et puis l'Ukraine, mais aussi sur fond d'implication de l'Union européenne, les États-Unis, tout ça. Ça signifie que, disons-le, n'ayant pas peur des mots, ça a quand même ça, ou ça avait, c'est en train de se dégonfler un peu maintenant, mais ça avait quand même un potentiel d'une troisième guerre mondiale. Vous comprenez? Ça avait un potentiel de violence énorme. Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je vous dis que je suis jaloux d'eux? Parce que ils sont dans une affaire qui a un potentiel de troisième guerre mondiale et ils vivent dans le calme, dans la sérénité. Il y a eu des morts quand il y a eu des morts. Ça a tiré. Ça a tiré d'un côté et de l'autre. Des manifestants tirés sur les flics, des flics ont tiré sur des manifestants. Mais quand l'heure de s'arrêter a sonné, tout le monde s'est arrêté. Et puis ils attendent la suite. La même scène, on va dire le même enjeu géostratégique ou même un enjeu géostratégique infiniment inférieur aurait eu lieu dans un pays arabo-musulman. Je vous garantis qu'on aurait aujourd'hui eu des massacres, des vidéos de vivisection, des gens qui jouaient avec des têtes, des enfants étalés par terre, des horreurs comme on ne peut pas imaginer. Vous voyez, c'est pour ça que je suis venant d'une nation arabo-musulmane. C'est vrai que ce que je vois se passer en Ukraine me rend humble. Je vois des gens capables de faire une troisième guerre mondiale sans violence inutile. D'accord. C'est... Ouais, ça m'a fait réfléchir en fait. Ça me fait réfléchir au fait que dans nos sociétés, nous ne pouvons pas avoir d'aspiration démocratique ou changer l'ordre établi par des révolutions ou autres, parce qu'il y a toujours une partie d'entre nous qui attendent juste que ça bouge un peu pour s'adonner à des monstruosités sur les gens. Et donc c'est pour ça que nous avons abandonné tout espoir d'autodétermination dans nos nations. C'est un petit peu comme, si vous voulez, c'est un petit peu comme un mouvement organisé et ordonné qui fait une manifestation. Il a plus de chances d'obtenir ce qu'il veut, il a plus de chances de peser sur les choses et d'organiser des manifestations quand c'est nécessaire, qu'un mouvement, comparé à un mouvement qui serait bourré de casseurs et de violents, et qu'à chaque occasion de sortir s'exprimer, ben ces gens cassent et pillent des magasins et tout, puis que finalement le message se perd. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, je voulais parler de ça. J'avais envie de parler de ça. Des gens posent des questions sur le vol MH370, le vol de la Malaisie. J'en sais rien, j'ai pas la moindre idée. J'ai pas la moindre idée, c'est juste une sale histoire. Au départ, quand l'avion a cessé de répondre, j'ai pensé comme tout le monde. J'ai pensé qu'ils allaient bientôt commencer à nous montrer des photos, des vidéos de gilets de sauvetage flottants ou d'ailes flottantes sur l'eau. C'est un petit peu l'Air France 447. Tout le monde a eu à peu près les mêmes images. C'est revenu dans la tête de beaucoup de gens. Et puis après, maintenant,
ça commence à tourner un petit peu au mystère. C'est absolument incompréhensible ce qui est arrivé à cet avion. Je pense la probabilité, quand on additionne tout ça, la plus grande probabilité, c'est qu'il s'est fait pirater par l'un des pilotes quand même. C'est ce qui s'est passé n'aurait pas pu être fait par des personnes extérieures, par des pirates, ni même justifié par une panne ou un problème comme ça. Si tu regardes, ce n'est pas la première fois que ça arrive qu'un membre de l'équipage pirate un avion. Pas plus tard que le mois dernier, février, vous vous rappelez cet avion qui devait aller, éthiopienne, il devait aller à Rome, il s'est fait pirater par le copilote. Qu'il a posé à Genève pour demander l'asile. On s'en souvient, c'est il y a quelques semaines seulement. Il avait laissé le commandant de bord sortir pour aller aux chiottes, et puis il s'est enfermé, et le commandant frappé, puis il l'a menacé, il lui a dit si tu continues à frapper comme ça, je vais écraser cet avion. Et en fait, depuis le 11 septembre, vous savez, l'hystérie sécuritaire qui a frappé l'aviation, ils ont installé des portes blindées dans les cockpits, de sorte qu'en fait, si un membre d'équipage sort, celui qui reste peut tout à fait s'enfermer et puis refuser d'ouvrir, et l'autre ne pourra rien faire. Enfin, moi j'aurais été un membre d'équipage et quelqu'un me l'aurait fait, j'aurais entassé des sièges dans la cabine et j'aurais menacé de foutre le feu dessus. Vraiment, je lui aurais montré que j'ai aussi une possibilité de pression également. Enfin, toujours est-il que c'est arrivé, on a l'Éthiopienne, Rome, qui s'est posée à Genève. Ça, c'était pas une fin dramatique encore. Il y a eu une fin dramatique l'année dernière, en novembre. C'était un avion d'Air Mozambique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même scène. Le copilote sort, le commandant de bord s'enferme. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il écrase l'avion. Et ça a fait 33 morts. Vous pouvez chercher dans les news. C'est un vol d'Air Mozambique. C'était en novembre dernier. Il y a eu des cas. Il y a eu quoi? Il y a eu Transavia en 2012. Transavia 2012, un des membres d'équipage sort, c'est le commandant de bord, le copilote dort, et puis il faut frapper à la lourde pendant très longtemps pour qu'il se réveille. Enfin, voilà, des choses comme ça, vous comprenez. Donc il est matériellement possible, je ne dis pas que ça a été fait, mais je dis qu'il est matériellement possible à un membre d'équipage de prendre l'avion sans même avoir besoin de la complicité de l'autre. Il suffit juste d'attendre qu'il sorte, bloquer la porte, et puis le gars il fait ce qu'il veut de l'avion. Néanmoins, ce que je ne comprends pas, pourquoi ça reste un mystère, c'est que si l'un des deux était suicidaire, il aurait écrasé l'avion. Il n'a pas besoin d'attendre, voler pendant des heures. Il a volé pratiquement jusqu'à ce qu'il n'ait plus de carburant. Vous comprenez? C'est ça qui est un petit peu étonnant. Il aurait voulu le détourner pour aller demander l'asile ou autre quelque part, il l'aurait fait, d'accord, il l'aurait fait, mais voler dans le vide comme ça en attendant que les réservoirs se vident, les moteurs s'arrêtent et l'avion s'écrase, parce que j'en suis pratiquement sûr qu'il a dû s'écraser quelque part, c'est pas quelque chose de... Des gens ont dit, il y a des passagers qui avaient des faux passeports, bon, c'est malheureusement quelque chose que vous pouvez trouver dans n'importe quel vol, hein. C'est pas pour ça que les avions s'écrasent. Vous allez à la CAF de la Seine-Saint-Denis, bourrée de faux papiers, elle ne disparaît pas pour autant. C'est des gens qui ont été investigués. Maintenant, tous allaient plus ou moins chez des familles en Europe. C'était juste des demandeurs d'asile, c'était juste des pauvres diables, comme on dit, qui avaient acheté des passeports sur le marché noir et puis espéraient par un cheminement compliqué arriver en Europe et demander l'asile ou disparaître dans la nature. Enfin, le classique, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le... Je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec le détournement de cet avion-là, quoi. Enfin, aucun d'eux n'avait l'expertise de faire ce qui a été fait avec cet appareil. Enfin, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve un de ces jours.